On connaît toute cette sensation, hein. S'investir à fond dans un projet, des mois, parfois des années, et, et rien. Pas de résultat visible, pas de reconnaissance immédiate. C'est frustrant et ça peut vraiment démotiver. On se demande même si, au fond, c'est pas juste nous, un manque de volonté peut-être. Aujourd'hui, on va creuser ça. Pourquoi c'est si dur, mais vraiment si dur, de tenir bon quand les réponses du monde, les résultats, le feedback, les récompenses, elles tardent à venir. Et surtout, est-ce qu'on peut apprendre à construire nos propres réponses internes pour pas dépendre que de l'extérieur et persévérer? C'est une question cruciale, surtout dans le travail intellectuel d'aujourd'hui. Pour y voir clair, on va effectivement s'appuyer sur pas mal de recherches, la psychologie cognitive, les neurosciences, les théories de la motivation. L'objectif, c'est pas de donner une recette miracle, hein, ça n'existe pas. C'est plutôt de comprendre les mécanismes scientifiques derrière cette difficulté. Et ensuite, oui, identifier des stratégies concrètes, éprouvées, pour se bâtir un système de motivation interne qui soit plus solide, plus autonome. Comprendre pour mieux agir en quelque sorte. Alors, allons-y. Décortiquons ensemble ce défi, qui est quand même assez universel. Comment on peut devenir un peu plus l'architecte de notre propre persévérance? C'est parti. Commençons par le début. Pourquoi c'est si difficile d'attendre? Vous disiez que ce n'est pas juste une impression. Non, non, ce n'est pas qu'une impression. C'est vraiment ancré dans notre fonctionnement cognitif. Le premier concept clé, ici, c'est ce qu'on appelle l'escompte temporel. L'idée de base est assez simple en fait. Une récompense qu'on aura plus tard, elle a moins de valeur subjective pour nous, là, maintenant, qu'une récompense de même valeur, mais qu'on peut avoir tout de suite. Et plus l'attente est longue, Plus la valeur perçue diminue, oui, logique. Le fameux un tien vaut mieux que deux tu l'auras. c'est ça. Mais est-ce que cette dévaluation est linéaire? Est-ce qu'attendre un mois de plus a toujours le même impact? Bonne question. J'imagine que non. Eh bien non, justement. Et c'est là que ça devient un peu surprenant. Notre cerveau, il pratique ce qu'on appelle l'escompte hyperbolique. C'est-à-dire que la différence de valeur qu'on perçoit entre une récompense dans un an ou dans un an et un jour, elle est minuscule. On est assez patient sur ces longs délais. Mais alors, la différence entre une récompense aujourd'hui et la même récompense demain, là, c'est énorme. La valeur chute de façon vertigineuse dès qu'il y a le moindre délai immédiat. On devient très, très impatient. Ah oui, d'accord. C'est fascinant ça. Ça expliquerait pourquoi ce gâteau-là, maintenant, il semble tellement plus désirable que les bénéfices d'un régime dans quelques semaines. Ou pourquoi on peut facilement perdre une heure à répondre à des petits emails urgences juste pour avoir la satisfaction de cocher des cases. Exactement. Plutôt que d'avancer sur ce gros dossier stratégique dont les bénéfices sont, eux, bien plus lointains. Notre cerveau, il est comme biaisé vers le présent, en fait. Tout à fait. C'est ce qu'on nomme le biais du présent, une conséquence directe de cet escompte hyperbolique. On a une tendance très forte, et souvent irrationnelle, à préférer les petits plaisirs immédiats, même s'ils sont objectivement moins importants que de gros bénéfices futurs. C'est un moteur très puissant de la procrastination, surtout pour les tâches longues ou qui demandent un effort soutenu. Ça me fait penser. C'est un peu comme s'il y avait deux versions de nous-mêmes qui se chamaillent en permanence, non? Un moi présent hyper impulsif qui cherche la gratification immédiate et qui fuit l'effort, Mhm. et puis un moi futur qui, lui, aimerait bien récolter les fruits de les disciplines que le moi présent lui refuse. C'est un peu ça. C'est une excellente image pour visualiser ce conflit interne. Et ce n'est pas juste une métaphore d'ailleurs. Les neurosciences nous montrent qu'il y a une sorte de compétition, une vraie lutte dans notre cerveau. Quand une récompense immédiate se présente, hop, les zones liées aux émotions, au plaisir, le striatum ventral par exemple, dans notre système de récompense, s'activent très fort. Elles nous poussent à agir, à saisir. À l'inverse, choisir une récompense différée et surtout tenir bon dans l'effort pour l'atteindre, ça demande l'intervention d'autres zones. Principalement le cortex préfrontal. C'est lui le siège de nos fonctions exécutives. La planification, le contrôle des impulsions, la projection dans le futur. Et le point vraiment crucial, c'est que pour maintenir cet effort sur la durée, notre cortex préfrontal doit activement inhiber, supprimer les signes d'urgence que lui envoie le système de récompense plus impulsif. Et ça, c'est une tâche qui demande de l'énergie mentale. Ça consomme des ressources cognitives. C'est donc littéralement fatigant pour notre cerveau de résister à l'attrait de l'immédiat et de rester focus sur un but lointain. Et d'ailleurs, on n'est pas tous égaux face à ça. Nos capacités, par exemple notre mémoire de travail, jouent un rôle. Si elle est saturée, on est plus enclin à céder à la facilité immédiate. Je vois. Donc si attendre passivement une récompense lointaine, c'est difficile et coûteux pour notre cerveau, la stratégie, ce serait pas forcément de juste serrer les dents plus fort, Non. mais plutôt de trouver un moyen de générer nous-mêmes des signaux de satisfaction en cours de route,
de construire ce fameux système de réponse interne dont vous parliez. C'est exactement l'idée. Puisque le retour du monde extérieur est souvent lent, eh bien créons notre propre boucle de feedback interne. Et pour construire un système qui tienne la route, il faut commencer par les fondations. Comprendre ce qui nous motive vraiment, au fond et durablement. Et là, il y a une théorie qui est très éclairante, c'est la théorie de l'autodétermination, la TAD, en anglais Self-Determination Theory, ou SDT. Elle nous dit que la qualité de notre motivation et sa persistance dépendent de la satisfaction de 3 besoins psychologiques fondamentaux. Et ces besoins sont universels. 3 besoins fondamentaux? Lesquels? Alors, il y a l'autonomie, c'est le besoin de sentir qu'on est maître de nos choix, qu'on est à l'origine de nos actions. Ensuite, la compétence, c'est le besoin de se sentir efficace, de relever des défis, de maîtriser son environnement, de progresser. Et enfin, l'appartenance sociale, qui est le besoin de se sentir connecté aux autres, respecté, et de sentir qu'on contribue à quelque chose qui nous dépasse un peu. Quand ces 3 besoins sont satisfaits, notre motivation est plus intrinsèque, plus solide, plus auto-entretenue. C'est intéressant parce que c'est vrai que sur les projets longs, on peut vite perdre ça de vue. On se sent parfois juste exécutante, manque d'autonomie. On ne voit pas les progrès concrets, manque de compétences, et on travaille peut-être un peu seul dans son coin, manque d'appartenance. Comment on peut faire concrètement pour cultiver ces besoins au quotidien, même si le projet lui-même ne semble pas les favoriser directement? C'est là qu'intervient la construction active de ce système de réponse interne. Pour l'autonomie, par exemple, même dans un cadre avec des contraintes, on peut souvent trouver des petites marges de manœuvre, choisir comment on va faire une tâche, organiser son temps, personnaliser un peu son approche. Pour la compétence, la clé, c'est souvent de découper. Découper l'énorme objectif final en étapes plus petites, mesurables, et surtout de prendre le temps consciemment de reconnaître chaque petite avancée, chaque petite victoire. Et pour l'appartenance, ça peut être aussi simple que de prendre 5 minutes pour échanger avec un collègue, partager une difficulté ou un succès, ou même juste prendre un moment pour réfléchir à l'impact de notre travail, même modeste, sur les autres. Il s'agit vraiment de devenir proactif pour nourrir ses besoins essentiels. Bon, alors si la TAD nous donne un peu le pourquoi et le quoi satisfaire ses besoins, il y a une tactique très directe pour contrer l'escompte temporel et le biais du présent. C'est l'auto-renforcement. L'auto-renforcement, ça fait un peu penser à s'auto-congratuler ou se donner une petite récompense, c'est ça? Oui, mais de manière stratégique et surtout immédiate. Le principe, c'est d'associer une conséquence positive juste après avoir réalisé un comportement ou franchi une étape qu'on s'était fixée. C'est basé sur le fait que notre cerveau réagit très fort aux conséquences immédiates. Il y a 3 étapes clés, assez simples. 1. S'observer. Qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que j'ai passé 1 heure concentrée comme prévu? Est-ce que j'ai fini ce chapitre? 2. S'évaluer. Est-ce que ça correspond à l'objectif que je m'étais donné pour cette session? Et 3. Se renforcer. Si oui, s'accorder tout de suite une petite conséquence agréable. Et cette récompense, ça doit être quelque chose d'énorme? Un week-end spa après chaque rapport terminé? J'imagine que non. Non, heureusement. L'efficacité, elle ne vient pas de la taille de la récompense, mais vraiment de son immédiateté et de sa régularité. Ça peut être très simple. S'autoriser une vraie pause café en la savourant, écouter une chanson qu'on adore, sortir prendre l'air 2 minutes, s'étirer. Ou même juste prendre 10 secondes, fermer les yeux et se dire sincèrement « Ok, ça s'était bien bossé ». L'important, c'est de créer un petit pic de satisfaction juste après l'effort, pour que notre cerveau commence à associer cet effort à quelque chose d'agréable maintenant, et pas seulement à une récompense lointaine et hypothétique. C'est malin. C'est comme créer des mini-récompenses pour tromper notre propre impatience en quelque sorte. Mais est-ce que ça suffit pour garder le cap sur un projet de plusieurs mois, voire plus? Est-ce que ces petites récompenses ne risquent pas, à la longue, de nous faire perdre de vue l'objectif final? C'est une excellente question. L'auto-renforcement seul peut sembler un peu décousu. Il fonctionne beaucoup mieux s'il s'intègre dans une structure plus large, qui donne du sens et une direction claire. Et c'est là qu'intervient une autre théorie importante, la théorie de la fixation d'objectifs, ou Goal Setting Theory. Elle nous apprend que tous les objectifs ne se valent pas pour la motivation. Pour être efficaces, les objectifs doivent avoir certaines caractéristiques. On parle souvent de l'acronyme SMART, mais plus largement, ils doivent être spécifiques et clairs, pas juste faire de mon mieux. Mesurable pour pouvoir suivre les progrès. Atteignable, réaliste, mais quand même stimulant, un défi. Pertinent, relevant, lié à un but plus large, qui a du sens pour nous, ce qui nous ramène à l'autonomie et à l'appartenance de la TAD. Et temporellement défini, avec une échéance, même indicative. D'accord. Donc, l'idée, c'est de prendre ce gros objectif final, cette montagne lointaine et intimidante, et de la décomposer en une série d'étapes intermédiaires bien définies. Des objectifs annuels, mensuels, hebdo, peut-être même quotidiens. Précisément. Chaque sous-objectif qu'on atteint devient alors une réponse interne tangible.
Ça fournit une preuve concrète qu'on avance, ce qui nourrit directement notre besoin de compétences. On voit qu'on progresse. Et ça donne aussi un feedback crucial. Est-ce que je suis sur la bonne trajectoire? Est-ce que je dois ajuster ma méthode? Un système d'objectifs bien conçu, ça structure l'effort et ça rend l'auto-renforcement beaucoup plus pertinent. On ne se récompense plus juste pour avoir été occupé, mais pour avoir franchi une étape significative vers le but. Les objectifs donnent la feuille de route et l'auto-renforcement, c'est un peu le carburant qu'on met à chaque étape clé. D'accord, je comprends mieux l'articulation. Donc, on a les fondations, les besoins TAD, la structure, les objectifs SMART, et le carburant immédiat, l'auto-renforcement. Ça commence à ressembler à un système interne assez costaud. Mais j'imagine que pour bien utiliser tout ça, jongler avec ces outils au quotidien, les adapter, ça demande encore autre chose, non? Une sorte de compétence de pilotage global. Tout à fait, et là on touche à une métacompétence, un niveau supérieur de maîtrise. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage autorégulé AR, ou Self-Regulated Learning en anglais. Ce n'est pas juste une théorie de plus, c'est vraiment la capacité à gérer activement et stratégiquement tout son processus de travail ou d'apprentissage. Sa pensée, sa motivation, ses émotions, ses actions. C'est être proactif plutôt que simplement réactif. C'est devenir le pilote de sa propre machine à persévérer. On décrit souvent l'AR comme un cycle qui se répète en 3 grandes phases. D'abord, il y a l'anticipation-planification. C'est là qu'on analyse la tâche, qu'on fixe ses objectifs SMART, qu'on choisit ses stratégies, comment je vais m'y prendre, quels outils. C'est aussi là qu'on évalue sa confiance en sa capacité à réussir et l'intérêt qu'on porte à la tâche. Ensuite vient la phase d'action-contrôle. On met en œuvre son plan, on essaye de rester concentré, on gère les distractions et surtout, on suit activement ses progrès. C'est l'auto-observation. Et c'est là que l'auto-renforcement joue un rôle clé pour maintenir l'engagement. Et enfin, la 3e phase, cruciale, la réflexion. Après l'action, on prend un temps pour évaluer le résultat par rapport à l'objectif initial. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Pourquoi? Et surtout, comment je peux ajuster ma stratégie pour la prochaine fois? Ce cycle anticipation, action, réflexion permet une adaptation et une amélioration constante. C'est puissant comme approche. Si on reprend l'image de l'architecte, l'AVR, c'est un peu comme être à la fois l'architecte qui conçoit tout le système, les besoins, les objectifs, les renforcements, et l'ingénieur qui pilote la machine au jour le jour, qui ajuste les réglages, qui optimise le fonctionnement. C'est vraiment ça la clé pour une motivation qui soit non seulement interne, mais aussi adaptable et résiliente face aux aléas, aux imprévus. Exactement, c'est passer de subir l'attente et les difficultés à les gérer activement. Mais attention, il y a une dernière pièce à ce puzzle complexe, une sorte de mise en garde ou de paradoxe assez fascinant. Parfois, ces fameuses réponses du monde extérieur, un bonus, une promotion, même des compliments qu'on attendait parfois avec impatience, eh bien elles peuvent arriver et avoir l'effet inverse de celui qu'on espérait. Elles peuvent, dans certains cas, saper la motivation intrinsèque qu'on avait mis tant de soin à construire. C'est ce qu'on appelle l'effet de surjustification ou l'effet de sap, undermining effect. Attendez, vous voulez dire que recevoir une récompense pour quelque chose qu'on aime faire ou qu'on trouve important pourrait nous rendre moins motivés à le faire par la suite? Ça me paraît complètement contre-intuitif. Comment c'est possible? Et c'est un phénomène bien documenté. L'explication, elle se trouve dans la manière dont on interprète la raison de notre action. Si on commence à être récompensé de façon externe, prévisible et surtout contingente à la tâche, par exemple avec de l'argent, pour une activité qu'on faisait au départ par pur plaisir, par intérêt ou par défi personnel, motivation intrinsèque, eh bien notre perception du pourquoi on le fait peut changer. La justification de notre action risque de glisser. D'interne, je le fais parce que ça me plaît, parce que c'est important pour moi. Elle peut devenir externe, je le fais parce qu'on me paie pour obtenir cette prime. Et le problème, c'est que cette réinterprétation vient attaquer directement notre besoin fondamental d'autonomie, dont on parlait avec la TAD. On ne se sent plus totalement à l'origine de l'action, on a l'impression de la faire pour la récompense. Du coup, l'activité, qui était peut-être perçue comme un jeu ou une forme d'expression de soi, peut devenir un travail au sens d'une tâche contrôlée de l'extérieur. Et le risque, c'est que si cette récompense externe disparaît un jour, la motivation peut chuter encore plus bas qu'avant, parce que la justification externe n'est plus là, et la justification interne, elle, a été affaiblie entre-temps. C'est un vrai piège potentiel. Alors, surtout dans le monde professionnel avec tous les systèmes de primes, de bonus, d'objectifs chiffrés, comment on fait pour naviguer ça? Comment on peut accepter une récompense ou un compliment sans que ça vienne polluer notre propre moteur interne qu'on essaie de construire? C'est un équilibre délicat, c'est sûr. Les recherches suggèrent plusieurs pistes pour minimiser ce risque. D'abord, le type de feedback externe compte beaucoup. Un feedback verbal positif, surtout s'il est sincère, spécifique, et qu'il porte sur la compétence ou l'effort fourni,
Ta façon d'aborder ce problème était vraiment judicieuse. J'ai apprécié la persévérance dont tu as fait preuve, et généralement moins dommageable pour la motivation intrinsèque. Voire même, il peut la renforcer. C'est moins risqué que les récompenses matérielles, surtout si le feedback est perçu comme une information utile sur notre compétence, plutôt qu'un moyen de nous contrôler. Aussi, si la récompense est inattendue, elle a moins de chances de provoquer cette réinterprétation de la motivation. Une autre stratégie importante, c'est de mettre l'accent, pour soi-même, mais aussi dans la façon dont on donne du feedback aux autres, non seulement sur le résultat final, mais aussi sur le processus. Valoriser l'effort, la démarche, la créativité, la persévérance déployée. Ça renforce l'idée que la valeur ne réside pas uniquement dans l'aboutissement, mais aussi dans le cheminement, dans l'apprentissage. Et puis, au niveau personnel, c'est un vrai travail d'interprétation à faire. Essayez de voir consciemment la récompense externe, un bonus, une promotion, non pas comme la raison principale pour laquelle on fait l'effort, mais plutôt comme une conséquence agréable, une forme de reconnaissance ou une information sur la valeur de notre contribution. Tout en gardant activement le focus sur nos motivations internes initiales, l'intérêt pour la tâche, le défi, l'impact qu'on veut avoir. Devenir, en quelque sorte, la gardienne de sa propre flamme intérieure. Apprendre à accueillir les retours du monde, qu'ils soient positifs ou négatifs, sans leur donner complètement les clés de notre motivation. C'est un sacré programme, hein. Ça demande un bon niveau de maîtrise de soi. C'est un objectif vers lequel on peut tendre, oui. Pour résumer un peu notre parcours aujourd'hui, on a vu que la difficulté à persévérer quand les récompenses tardent, elle est bien réelle. Elle est ancrée dans notre cognition, l'escompte temporel, le biais du présent, et même dans notre biologie cérébrale. La solution ne réside pas forcément dans une volonté surhumaine, mais plutôt dans la construction active, intentionnelle, d'un système de réponse interne. Ce système, il prend racine dans nos besoins psychologiques fondamentaux, l'autonomie, la compétence, l'appartenance, éclairés par la TAD. Il se structure grâce à des objectifs clairs et bien définis, comme le propose la théorie de la fixation d'objectifs. Il s'alimente au quotidien par des feedbacks immédiats qu'on se donne à soi-même, c'est l'auto-renforcement. Et il se pilote grâce à cette métacompétence essentielle qu'est l'autorégulation. Sans oublier cette vigilance nécessaire face à l'effet parfois paradoxal des récompenses externes. Oui, si on devait donner une image intégrée 1, la TAD, ce serait un peu la fondation. Ce qui nous dit, ce qui nous nourrit vraiment. Les objectifs, ce serait le moteur, ce qui donne la direction. L'auto-renforcement, le carburant pour avancer au jour le jour, et l'autorégulation, ce serait à la fois le tableau de bord intelligent et le pilote qui ajuste la trajectoire et optimise le fonctionnement de l'ensemble. C'est un peu ça. C'est une excellente façon de le visualiser, tout à fait. Et concrètement, ça invite chacune et chacun à s'interroger régulièrement. 1. Est-ce que mon travail actuel me permet d'exercer mon autonomie ? Est-ce que je me sens compétent ? Est-ce que je progresse ? Est-ce que je me sens connecté aux autres ? À un but ? Comment je peux découper mes grands projets pour mieux voir les étapes franchies ? Quels petits rituels d'auto-récompense immédiate je peux mettre en place pour les efforts du quotidien ? Ce sont des leviers très concrets sur lesquels on peut agir. Et pour les organisations, bien sûr, ça suggère toute l'importance de créer des environnements de travail qui soutiennent activement ces besoins. Donner de l'autonomie, offrir du feedback régulier, constructif, informatif, et pas seulement focalisé sur le résultat final. Et penser les systèmes de récompense pour qu'ils informent et reconnaissent plus qu'ils ne contrôlent ou ne sapent la motivation intrinsèque. Donc, le message clé, finalement, il est plutôt encourageant. Cette capacité à persévérer, à rester motivé sur la durée, même quand les retours externes se font attendre, ce n'est pas un don inné réservé à une élite. C'est une compétence. Une compétence qui se travaille, qui se développe, en comprenant ses mécanismes internes et externes, et en mettant en place consciemment son propre système pour naviguer dans ce monde où les réponses sont souvent lentes et incertaines. En somme, comprendre pourquoi c'est si difficile, c'est justement ce qui nous donne des pistes sur comment y faire face. En devenant l'artisane de notre propre boucle de feedback interne, on reprend une part de contrôle essentielle sur notre motivation et notre engagement à long terme. Tout à fait. Et peut-être pour laisser une dernière pensée en suspens, une question pour prolonger la réflexion, on a beaucoup parlé de comment construire notre moteur interne et comment interpréter les récompenses qui viennent de l'extérieur. Mais une question qui reste ouverte, c'est dans quelle mesure la reconnaissance par notre environnement, nos collègues, nos managers, n'ont pas seulement des résultats finaux, mais de l'effort interne lui-même. La reconnaissance de cette autorégulation qu'on met en place, de cette persévérance invisible. Dans quelle mesure cette reconnaissance externe de l'effort interne influence-t-elle la solidité, la durabilité de ce système qu'on a bâti ? Autrement dit, jusqu'où notre système interne peut-il compenser un manque de reconnaissance externe de l'effort fourni pour le maintenir ? Est-ce qu'il est plus robuste quand l'extérieur voit et valorise aussi le processus ? C'est une question profonde
et très pertinente dans beaucoup de contextes de travail. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui sur cet art délicat de la persévérance. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse très fouillée.